Article de François Mitterrand, le 30 juin 1962, dans le Courrier de la Nièvre. Contexte. Le 8 avril 1962, par plus de 90% des suffrages exprimés, les Français approuvent les accords d'Évian. Le 14 avril, Michel Debré démissionne, Georges Pompidou devient Premier ministre. Le général Jouhaud, condamné à mort par le haut tribunal militaire, est gracié. Le général Salan est arrêté. En Algérie, l'OAS fait régner la tactique de la terre brûlée. Au rythme de 8 000 à 10 000 par jour, les Français d'Algérie arrivent en métropole. Le 1er juillet 1962 a lieu le référendum en Algérie prévu par les accords d'Évian. Par 99,72%, les Algériens se prononcent pour l'indépendance de l'Algérie. Quel Français n'éprouverait pas en cette veille du référendum algérien l'impression d'un déchirement? Certes, la paix est un grand bien et, parmi les premiers, nous l'avons désirée, recherchée. Certes, l'indépendance des millions d'hommes qui vont accéder aux rudes et exaltantes responsabilités d'un peuple libre est en soi un événement heureux que tout citoyen du monde doit saluer avec respect et gravité. Mais on ne se sépare pas de tout un passé, on ne tranche pas le fil d'une histoire plus que ce qu'il est sans que le cœur se serre. Parmi ceux dont je suis, qui estimait nuisible aux intérêts de notre pays la survivance anachronique du système colonial, nombreux sont ceux qui, comme moi, ressentent aujourd'hui, j'en suis sûr, presque charnellement, le chagrin de ce grand départ. Oui, malgré la coopération, les accords d'Évian, la sagesse montrée jusqu'à ce jour par le GPRA, oui, l'Algérie s'en va. Quand le souvenir des meurtres, des destructions mutuelles s'effacera, quand s'apaiseront les colères, quand se guériront les rancunes, quand s'assoupiront les revendications, d'une certaine manière, l'Algérie reviendra. Mais qui sera-t-elle alors? Quel sera son visage? Et reconnaîtrons-nous son langage? Les raisons d'espérer sont multiples. Les hommes qui vont diriger le nouvel État ont vécu à nos côtés et même s'ils ont nourri leur puissance de révolte au contact de notre société, ils apercevront bientôt tout ce qui les attache au monde et à la forme de civilisation qu'ils ont cru renier. Une culture commune est née que rien ne pourra défaire. Des intérêts inextricables se sont entremêlés. Bonne chance donc à l'Algérie, à l'ami qui s'éloigne. Mais que celle-ci se garde du dépit et nous épargne ses reproches si un instant, un bref instant, nous détournons la tête pour cacher à ses regards cette peine qui nous étreint et que l'espérance elle-même ne parvient pas encore tout à fait à guérir. Qui songe encore à la pauvre et tragique aventure de ces élites francisées de nos possessions d'outre-mer qui, après avoir servi la France jusqu'au bout, ne reçurent qu'ingratitude en retour. Elle raconte pourtant l'un des plus désolants chapitres d'une désolante histoire, celle qui, passant par Dien Bien Phu, s'achève à Évian. En cette affaire, si la 4e et la 5e République portent une égale responsabilité, la 5e eut la présence d'esprit d'en tirer un cynique profit. On sait que l'une et l'autre, contraintes d'abandonner les vieilles formules de l'administration directe, crurent bon de faire cautionner leur politique par le prestige ou la notoriété de notables autochtones fidèles à la cause française. Le calcul n'était pas, a priori, absurde. Honnêtement pratiqué, cette méthode pouvait ménager les étapes de l'évolution, en contrôler le rythme, en tempérer les effets.
à la condition toutefois que les concours loyaux qui nous étaient prêtés ne servissent pas à sauvegarder des privilèges menacés, à raffermir une domination chancelante. À la condition surtout que le gouvernement de la France considérât qu'il contractait une dette sacrée à l'égard des hommes courageux qui acceptaient une compromission dont les redoutables conséquences étaient aisément prévisibles. Malheureusement, sur ces deux points, la foi de nos amis fut trahie. D'abord, les réformes qu'ils avaient demandées pour justifier leur concours ou bien restèrent dans les cartons des ministères parisiens, ou bien furent sabotées sur place par les derniers fonctionnaires d'autorité de l'administration locale. Ensuite, quand la France se résigna à négocier, elle le fit, ce qui était normal et juste, avec ceux qui la combattaient, mais ce qui n'était ni juste ni normal, sans assurer la sécurité de ceux qui l'avaient aidé et soutenu. En réalité, cette politique inaugurée en Indochine avec l'opération Bao Dai n'avait, dans l'esprit de ses promoteurs, qu'une signification tactique. Mais elle créa des obligations morales dont la France ne pouvait faire fi sans déchoir. Un pays tel que le nôtre n'a pas le droit de se conduire comme ces troupes barbares qui avancent ou reculent sous le couvert de leurs otages. Encore y eut-il des degrés dans cet oubli d'un devoir impérieux. J'ai eu honte pour nous tous, quand Bakouche et Mzali répondirent du crime d'avoir négocié avec la France l'autonomie progressive de la Tunisie. J'ai eu honte pour nous tous, quand le corps du docteur Tin pendit à l'espagnolette de sa fenêtre, parce qu'il avait soudain compris l'inanité de son combat pour une Cochinchine indépendante du Vietnam. Mais quelle honte dépassera celle qui nous atteint tous, devant le sort de centaines de milliers d'Algériens qui n'ont plus de patrie parce qu'ils ont choisi la nôtre. M'exprimerai-je donc comme les ultras qui, sur ce thème, n'arrêtent pas de distiller l'indignation? Peut-être. À la différence près que ces vivants meurtris, que ces morts humiliés ont été broyés par une politique dont les ultras furent les inspirateurs, et que ceux qui les y poussèrent ne devraient pas ajouter l'impudeur au cynisme. Environ 6 mois après le coup d'État de Rabat, accompli en son nom, j'ai rencontré le Glaoui, dans l'appartement d'amis parisiens. Je m'attendais à trouver un homme triomphant, il était triste et mécontent, et se plaignait d'avoir été dupé. Aucune réforme sérieuse n'avait justifié, me dit-il, le renvoi du sultan. Jamais l'administration, la colonisation n'avait été plus pesante. Lui se tairait encore quelque temps. Mais quand il élèverait la voix, ce serait pour s'adresser à la jeunesse marocaine, pour réveiller les espérances populaires, pour menacer le pays protecteur qui manquait à ses promesses et à ses devoirs. Tandis qu'il me parlait, ses yeux s'animèrent, son ton se fit plus dur. Il me demanda compte des serments trompeurs qu'il avait incités à se rebeller contre son souverain. Parce qu'un soir d'août 1953, un général français l'avait engagé dans une aventure où lui, et sans que son pays y gagnât, avait risqué son prestige et sa vie. Il ne croyait plus en la France. Mais il n'accepterait pas de passer pour un traître à son pays. Il lutterait pour l'indépendance. Il appellerait les Marocains à le suivre dans son combat. Lorsque je le quittai, je ne pouvais détacher ma pensée de cet extraordinaire malentendu. L'ordre et l'autorité établis au Maroc, sous le prétexte de sa révolte, le Glaoui s'apercevait qu'il était, en fin de compte, la vraie victime d'une conjuration qui n'avait plus besoin de lui, sinon pour lui voler, après sa gloire, le prix de son silence et la dignité de sa mort. Ce rappel de souvenirs proches et désagréables ne serait pas indispensable à mon récit si le grief d'avoir abandonné à leur tragique destin les amis de la France n'avait puissamment contribué à déconsidérer la 4e République et si les conjurés du 13 mai n'avaient pas exploité sciemment, scientifiquement contre elle, la juste compassion populaire.
car la propagande gaulliste accabla de sarcasme et d'injures les partisans de la négociation qui, pour régler les conflits coloniaux, préféraient négocier avec nos adversaires plutôt qu'avec nos amis. Et, chaque fois que de jeunes États indépendants s'abaissèrent à d'incorrectes représailles dont les agents rusés du colonialisme avaient en fait désigné les victimes, elle accusa le régime d'avoir irrémédiablement entaché notre honneur. Les souffrances infligées aux Marocains, aux Tunisiens, aux Vietnamiens, dont le crime avait été d'aider, d'aimer la France, furent une aubaine pour les ennemis de la République. Ils brandirent les procès, les sévices, les humiliations et en fouettèrent notre amour-propre national. Les conséquences douloureuses mais inévitables de l'évacuation par la France des territoires qu'elle possédait ou détenait depuis plusieurs générations furent implacablement exploitées contre le régime en place. L'ignominie toucha ses limites avec l'odieuse utilisation du rapt du capitaine Moureau, cet officier français, qu'enlevèrent des éléments irréguliers de l'armée marocaine. La France entière frémit d'indignation à l'appel du colonel Bourgoin, résistant, ancien combattant d'Indochine, incarnation des valeurs guerrières qui, par une violente campagne de presse, somma la 4e République de sauver, avec le capitaine Moureau, la réputation de notre vieux pays. Puis ce fut le 13 mai. Le général de Gaulle prit le pouvoir. Dans son village, le colonel Bourgoin fut élu député UNR à l'Assemblée nationale. La 5e République s'installa dans la grandeur et dans la dignité, mais le capitaine Moureau ne revint pas. Et personne n'en parla plus. Le gaullisme, en somme, s'était battu consciencieusement. Il avait refusé tout ce qui eût évité la guerre, l'extermination, la sécession. Il avait lutté contre l'abrogation du travail forcé, contre le code du travail, contre le suffrage universel, contre les conseils municipaux, contre les assemblées locales responsables, contre le collège unique, contre tout embryon de pouvoir décentralisé, contre la fédération, contre l'intégration, contre l'indépendance. Parfois, il avait reculé, mais à peine avait-il concédé du terrain que, sans s'occuper davantage des morts et des blessés, l'honneur de la France fut-il parmi eux. Il avait installé ses batteries sur de nouvelles positions et tiraillé de plus belle. Le sang, la haine, la mort, cela ne le regardait pas, cela n'était pas son affaire, cela n'était qu'accident de la route. Me trompais-je ? Le général de Gaulle avait admis qu'il remonterait d'autant plus haut les degrés du pouvoir que la France descendrait plus bas. Mais soyons justes, il n'est pas le seul de nos grands hommes à avoir pratiqué la politique du pire. On savait déjà avant lui que le pire malheur de la patrie sert autant l'ambition du héros que les desseins du traître.